Merci beaucoup pour votre témoignage. Moi, je suis gériatre et directrice du Réseau canadien pour la déprescription. Nous, on parle beaucoup aux patients, vous les appelez les malades, ici on dit patients. Puis eux aussi, ils avaient des enjeux par rapport au terme déprescription. Ils nous ont dit que prescription, déprescription, c'est un mot pour les professionnels de santé. Mais nous, on voulait faire du branding, un logo, chercher des mots avec lesquels on peut parler aux patients, leur faire du empowerment. Puis, ils nous ont suggéré peut-être de poser la question, pas est-ce que je peux déprescrire, mais ai-je encore besoin de ce médicament? Ma question à vous est, est-ce que vous pensez que le mot déprescription ne devrait pas être utilisé avec les malades? Et sinon, est-ce qu'il y a une certaine phrase que vous préférez, donc on devrait utiliser quand nous rentrons en conversation avec le grand public? Oui. Je crois qu'il y a absolument pour nous à changer ce terme, surtout que depuis que j'en parle dans le cadre de l'association, il est remonté encore d'autres remarques, dont une qui me semble particulièrement importante, de malades qui disaient déprescrire, ça veut dire que le médecin a fait une erreur. Et s'il a fait une erreur, déjà qu'on fait pas tellement confiance, là où est-ce qu'on va, hein? Donc cet élément m'a semblé en effet important à vous rapporter dans la mesure où il faut qu'on trouve un autre mot. Donc on a fait au sein de l'association un petit groupe de parole pour rechercher une autre façon de nommer cette déprescription qui nous intéresse et qu'on souhaite. Et nous aurons à la fin du mois de janvier les résultats de ce groupe de parole, mais je ne les ai pas encore pour l'instant. Excellent. Merci. Et nous avons hâte d'entendre les résultats. Merci. Je vais remercier Mme Tannenbaum pour sa question. Ensuite, je voulais savoir si vous voulez passer à d'autres questions ou on devrait passer à l'introduction puis à la prochaine présentation. On voit s'il y a des questions ici. Est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle? Oui. Micro. Attendez 2 secondes pour être enregistré, d'avoir le micro. Et puis vous vous présentez si vous voulez bien. Merci. Oui, docteur Davier, psychiatre, à la retraite, mais continuant une activité bénévole. Je pense que effectivement, et en tant que psychiatre, j'ai eu l'habitude d'avoir pendant des années, voire des décennies, des patients qui avaient des traitements au long cours. Et je crois que l'alliance thérapeutique, je dirais le primum movens de l'alliance thérapeutique pour toutes les pathologies au long cours, c'est bien évidemment la relation de confiance. Je suis effectivement d'accord en disant que ce terme de déprescription a peut-être des connotations qui peuvent interroger les patients. Et j'ai toujours, dans ma pratique professionnelle, pensé avec le patient que la prescription devait être aménagée au cours du temps, au cours des années, et que ce travail d'aménagement était un travail qui devait être de façon bilatérale entre le patient et le médecin. Et je dirais que plutôt que ce terme de déprescription, l'aménagement de la prescription est quelque chose qui, en quelque sorte, sauvegarde l'intérêt d'une prescription décidée de façon en tenant compte des données de la science et après en tenant compte de l'évolution du patient, de la survenue d'éventuelles pathologies, de son vieillissement, etc. Voilà. D'accord, merci. Je ne sais pas si vous voulez, on peut peut-être passer d'autres questions, sinon on passe à la présentation du réseau canadien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, là-bas au fond. Et puis, oui.
Non, nous n'avons plus de questions ici. Bonjour, Caroline Marquis, je suis médecin gériatre. Dans la déprescription ou la bonne prescription, en fait, alors là, on a une patiente qui connaît tout par cœur sur ces médicaments, mais c'est assez marrant de voir que quand on demande aux patients ce qu'ils ont comme pathologie, ils disent néant, et puis après, ils ont 5 médicaments. Donc déjà, quelle est la représentation du patient sur ces pathologies chroniques, hein, donc avant de parler des prescriptions, il y a aussi un travail d'écoute et de savoir où en est le patient. Donc pour les médecins généralistes, c'est double tâche en fait. Donc, il va falloir voir où on en est chacun de notre côté et après discuter médicaments et des prescriptions s'il y a besoin de des prescriptions. Donc c'est extrêmement compliqué et comment faire? Il y a effectivement des gériatres, mais les médecins généralistes ont la relation de confiance et il faut prendre du temps. Et ça, malheureusement, on n'en a plus beaucoup. Voilà. Enfin, c'était pas vraiment une question, mais c'était plus un commentaire. On va... Oui, bien sûr. Surtout, oui. Oui, je suis bien d'accord avec vous, mais je voudrais dire que cette relation de confiance, elle ne se rétablira qu'à partir du moment où le malade aura des informations. Et les questions qui nous reviennent dans les associations, ce sont des questions relatives à la compréhension de l'action du médicament. Pourquoi est-ce qu'on me le donne? Si je l'arrête pendant 2 jours le week-end, est-ce qu'il y aura des conséquences? Par ailleurs, si je prends autre chose à côté, est-ce qu'il y aura une conséquence? Donc, il y a un besoin d'information extrêmement important. Et nous avons commencé à travailler sur les ordonnances justifiées qui permettent d'expliquer pour quel organe ou pour quelle raison est donné ce médicament et qui expliquent comment il agit. Et rien que ça permet déjà au malade de beaucoup mieux comprendre pourquoi il a des médicaments. On va y ajouter l'explication sur les risques quand ça n'est pas pris, de façon à permettre une meilleure observance. Mais pour l'instant, les malades manquent d'informations. Et très souvent, le médecin dit d'ailleurs, ne lisez pas la notice, hein, parce qu'il sait lui-même que, bon, elle n'apporte pas grand-chose, si ce n'est une certaine angoisse. Hein. Donc, comment reconstituer la notice qui pourrait permettre de donner de l'information au patient et qui pourrait lui permettre d'être en effet un partenaire et de dialoguer avec le médecin. Hein. Bon, merci beaucoup. Merci encore. Excusez-moi, bonjour. Oui, alors très vite. Nadia Le Tailleur, je suis pharmacienne d'officine. Donc, pour revenir sur le conflit d'intérêts entre la vente de médicaments et l'opinion du pharmacien, je pense que c'est pour ça qu'il est intéressant de développer les bilans de médication. C'est les nouvelles pratiques qui sont en train de se faire. Et le pharmacien n'est pas toujours rémunéré pour, justement, quand il fait un travail de recherche sur les interactions médicamenteuses. Moi, ça m'arrive de passer du temps, de faire des recherches là-dessus. Et c'est pour ça que c'est intéressant de développer peut-être une autre façon de rémunérer que d'être à la boîte. Voilà. Bon, on a 3 minutes de retard, donc je crois que là, il faut passer à la séquence suivante. Donc oui, bonjour à tout le monde. Je crois qu'on n'a pas eu le temps de se présenter, juste de dire, je sais qu'on est déjà en retard de 3 minutes. Donc, je voulais juste vous dire à quel point c'est impressionnant pour nous de pouvoir communiquer aujourd'hui grâce à la technologie. Je suis heureuse que le tout soit en place pour notre colloque collaboratif. On a été approché ici au Réseau canadien pour la déprescription par la SFTG il y a plus d'1 an aujourd'hui. Puis je dois dire que dès le début, on a vu à quel point on pouvait avoir des atomes crochus et qu'il y avait différentes possibilités qui s'ouvraient à nous lorsqu'on commençait à discuter puis à parler de projets autres qu'on pouvait mettre en place. Puis aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est un résultat de ça. Donc, le titre de l'événement est extrêmement évocateur, vous l'aurez dit aujourd'hui.
travailler ensemble, oui. Donc, on a entendu le témoignage de Madame De Félix avec les patients, avec les professionnels de la santé, avec les gestionnaires. Mais aussi, il y a un océan qui nous sépare. Je pense qu'en mettant toutes nos idées ensemble aujourd'hui, on risque de venir à des conclusions très, très intéressantes. Donc, on vous remercie de nous donner la possibilité d'échanger aujourd'hui, vraiment. Et il y a beaucoup de choses qui nous rejoignent. On a plusieurs difficultés, une population vieillissante, des lignes directrices qui s'alourdissent constamment, qu'on soit au Canada ou en France. Mais ensemble, ce qui nous rejoint aujourd'hui, c'est qu'on a l'intention de faire changer les choses et pour ça, il vaut mieux être ensemble. Donc, aujourd'hui, c'est le premier fruit d'une collaboration. Puis, on espère que ce fruit va être une nouvelle source de graines pour d'autres collaborations qui suivront. Donc, on vous remercie. Je vais commencer par présenter notre première présentatrice, qui est Dr. Cara Tannenbaum. Dr. Tannenbaum détient un doctorat en médecine interne et un diplôme de spécialité en gériatrie de l'Université McGill. Elle pratique au sein de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, où elle s'intéresse, entre autres, à l'optimisation des soins pharmacogériatriques et à l'analyse sexospécifique. Elle est professeure titulaire à la Faculté de médecine et à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et est titulaire de la chaire pharmaceutique Michel Saucier en santé et vieillissement. Elle est directrice du Réseau canadien pour la déprescription et c'est exactement pour ça qu'elle vient nous parler aujourd'hui du Réseau canadien pour la déprescription. Donc, c'est à vous, Cara. Merci beaucoup et nous sommes vraiment enchantés de cette collaboration. Ici au Québec, au Canada, nous avons un grand problème de la polypharmacie. Probablement, vous en savez déjà. Il y a 2/3 de notre population d'aînés qui prennent 5 médicaments ou plus par jour et plus que 1 sur 4 qui prennent 10 médicaments ou plus. Et donc, comment créer un changement d'envergure, parce que quand même, ça fait des années qu'on en parle de la polypharmacie et le besoin de diminuer le risque d'effets néfastes de cette polypharmacie. Ben, ça commence avec les médias, parce que quand les médias en parlent, tout le monde en parle et c'est comme ça qu'on crée un changement de culture. Et au Québec, on en parle dans les 2 solitudes, et dans les médias anglophones, comme vous voyez, et aussi dans les médias francophones. Alors, nous, on a dit, alors si tout le monde commence à en parler, comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses? Et on a tenu en 2015 une rencontre nationale sur la gestion sécuritaire des médicaments prescrits aux personnes âgées au Canada. Puis on a posé la grande question. Imaginez une initiative nationale qui a pour objectif de réduire l'usage inapproprié des médicaments. Que doit-il se passer? Qui doit être impliqué? Et voilà, on a créé une liste de plus que 100 idées quoi faire. Et la liste est divisée en 3 volets qui ont été identifiés. On a dit que cette initiative devra inclure et cibler le public et les patients, les professionnels de santé et en 3e place, les décideurs politiques. Tout le monde avait le même objectif, soit de réduire de 50% le taux de médicaments inappropriés que les personnes en prennent, mais aussi d'augmenter l'accès et améliorer l'accès aux thérapies pharmacologiques et non pharmacologiques plus sécuritaires, soit que les professionnels de santé seraient plus connaissants des thérapeutiques dont Mme De Félix a parlé, ou qu'on peut même suggérer aux patients des thérapies plus sécuritaires non pharmacologiques. Et donc, volet 1, sensibiliser le public, comment faire? Ben, en première place, il fallait obtenir un état de la situation. Donc, nous avons mené un sondage pan-canadien de 2665 personnes qui avaient 65 ans et plus. Et ce qu'on a appris, c'est que les anglophones, on a posé la question, êtes-vous au courant que les médicaments peuvent avoir des effets nuisibles? Et chez les anglophones, il y avait, les femmes étaient plus intelligentes que les hommes, et dans le milieu francophone et dans le milieu anglophone, mais les anglophones avaient plus de connaissances là-dessus que les francophones, et ça, c'était très intéressant pour nous. J'ai pas de réponse, je peux émettre des hypothèses, mais je ne sais pas pourquoi.
Aussi, on a posé la question, êtes-vous au courant du terme la déprescription? Et encore une fois, ce n'était pas beaucoup de monde, peut-être moins 7% des anglophones, mais moins que 5% des francophones étaient au courant de la terme. Peut-être ce n'est pas pertinent, mais voilà les données. Mais encore une fois, il y avait cette mythe, disons, dans notre culture que les patients sont réticents à l'idée d'arrêter leurs médicaments. Quand on demande aux médecins pourquoi vous prescrivez toujours, disons, des somnifères, les médecins nous répondent, mais ce sont les patients qui en veulent. Alors, encore une fois, on a fait un autre sondage et on a posé la question, seriez-vous prête à cesser un médicament si votre médecin vous disait que c'était possible? Et voilà, il y avait 70% des aînés qui ont répondu « Oui, s'il vous plaît, nous sommes ouverts à déprescrire un de nos médicaments. » Est-ce que vraiment, quand on offre aux patients la possibilité de cesser un de leurs médicaments, si on les outille, comme Mme de Félix a dit, si on leur donne des informations que, par exemple, les somnifères peuvent causer des trous de mémoire, augmenter le risque de chute, causer des accidents d'automobile, est-ce que ils voudront vraiment cesser leurs somnifères? Et on a mené une étude clinique randomisée ici au Québec. Les résultats nous ont montré que oui, quand on donne ces informations aux patients dans une brochure éducative, il y a un taux de cessation de 1 patient sur 4 après 6 mois. Ça, c'est incroyable. Il y avait des personnes dans l'étude de 66 ans à 96 ans. Puis, il y avait toujours des patients qui étaient en train de sevrer après le 6 mois. Et il y en a qui prenaient des somnifères depuis une quarantaine d'années. Alors, une petite preuve que si on donne de l'information, ça peut vraiment faire la différence et ce seront les patients qui osent parler à leurs patients. Alors voilà, notre objectif est vraiment le même que Madame de Félix. On veut que les aînés osent parler de la déprescription à leurs professionnels de santé. On aimerait que les aînés en parlent entre eux, que tout le monde en parle dans la rue, et c'est comme ça un peu qu'on change la culture. Mais comment mobiliser le grand public, comment outiller tout le monde? Nous avons fait une étude clinique randomisée. C'est bien que ça soit dans les médias. Hier soir, Radio-Canada m'ont interviewé parce qu'ils ont entendu parler de notre colloque, mais c'est pas tout le monde qui écoute la radio une fois à l'occasion. Et donc, nous, on cherche des collaborations avec des organismes communautaires partout au pays. On fait des présentations à des groupes d'aînés et de proches aidants et même des enfants qui pourraient être des porte-paroles pour leurs parents. Nous avons la diffusion d'une infolettre et pendant 2 ans, depuis que le réseau canadien de déprescription a été établi, voilà les résultats. On a disséminé, on a distribué plus que 39 000 de brochures Empower qu'on a utilisées dans l'étude. Il y a plus que 34 organismes communautaires avec lesquels on collabore. Et maintenant, c'est leurs membres qui donnent nos présentations. Nous les avons donné des diapos, puis c'est eux qui font des présentations partout vraiment dans le pays. Et on va répéter notre sondage pour voir s'il y a plus de personnes qui sont au courant que les médicaments peuvent avoir des effets néfastes ou qu'ils sont plus nécessaires. Et on verra dans 2 ans si vraiment on a changé la culture. Pour le moment, comme je vous ai dit, les aînés nous ont dit qu'ils n'aiment pas trop le mot déprescription, mais ils sont à l'aise avec de pouvoir demander « Ai-je encore besoin de ce médicament ?» C'est donc notre nouvel site web, Réseau des prescriptions, avec beaucoup d'outils pour outiller les patients à parler à leur médecin et ça semble aller bien. Mais quand les patients viendront poser cette question à leur médecin « Ai-je encore besoin de ce médicament ?» les professionnels de santé doivent se sentir à l'aise à répondre. Et est-ce que c'est le cas actuellement? Vous allez entendre nos chercheurs qui vont vous parler tout à l'heure, mais je suis pas convaincue que nous, les professionnels de santé, sont prêts à pouvoir répondre. Alors, on a développé des algorithmes de déprescription. On a même fait dans nos brochures des programmes de sevrage très, très, très simples pour certains médicaments. Mais
quand je pose la question aux professionnels de santé, faites une auto-évaluation, vous pouvez en faire actuellement, sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous votre capacité à pratiquer la déprescription basée sur les données probantes? Et je peux vous demander, levez la main actuellement en France si vous vous croyez un 10. Il y a des personnes qui lèvent la main, je vois pas de main. Peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent un 5? Levez la main, je vous vois. Est-ce qu'il y en a dans l'auditoire? OK, un 5. Excellent. Mais grosso modo, c'est dans le milieu. Hein? Est-ce qu'il y a des 8 parmi vous? Où sont les gériatres? Peut-être les gériatres diront 8. Mais en général, les omnipraticiens, ouf, c'est 5, mais moins que 5. Alors, voilà le travail que nous avons à faire pour que nous pouvons enseigner comment déprescrire. Et la manière la plus efficace, c'est d'être invité à des conférences, donner des ateliers. De plus en plus on donne. Et la question que tout le monde veut qu'on réponde, c'est mais quel mot utiliser pour aborder la conversation? Et en fait, dans nos ateliers, on enseigne plusieurs méthodes. C'est sûr qu'il y a la méthode non verbale, que moi j'aime beaucoup. On regarde la liste des médicaments d'un patient, puis on fait comme ça. Ou en France, peut-être vous êtes un peu moins émotif, vous ferez ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, c'est le patient qui dit « Ah, est-ce qu'il y a un problème? » Et là, vous pouvez dire « c'est une longue liste de médicaments. Peut-être seriez-vous ouverte qu'on s'en débarrasse? » Et le patient dit « Oui. » Et c'est comme ça qu'on ouvre la conversation, peut-être. On peut aussi commencer avec une méthode indirecte, par exemple avec le somnifère. Comment va votre sommeil? Ça va pas bien. Oh, mais peut-être le somnifère ne fonctionne pas. On devrait utiliser quelque chose d'autre. Ou, vous prenez toujours le somnifère, ça fonctionne, mais j'ai vu une étude récemment qui fait un lien avec les somnifères et la maladie d'Alzheimer. Je vous dis pas que je crois à l'étude, mais pour le patient, c'est important de dire émotionnellement, moi, je m'inquiète pour vous, je m'inquiète que vos médicaments peuvent causer des chutes, je m'inquiète que ça peut contribuer à vos trous de mémoire. Alors, peut-être il faut en parler, comment débuter le sevrage de votre somnifère. Par exemple, parce qu'ici au Québec, il y a 21% de la population aînée qui prennent des somnifères, les femmes plus que les hommes. On trouve que c'est vraiment inacceptable en connaissant tous les risques. Et finalement, on dit à nos auditoires, si vous vous sentez pas à l'aise à parler de la déprescription, distribuez la brochure Empower que je vous ai montré. C'est tout écrit là-dedans. Ça a été testé dans des études cliniques randomisées. Donnez ça à vos patients, puis peut-être ils vont revenir vous parler, puis là, il y aurait une ouverture. C'est pas simple, mais on croit que c'est le défi le plus important, comment aborder le sujet de la déprescription de la partie des professionnels de santé. Et c'est ça un peu que nous misons là-dessus. Nous pensons que c'est là que peut-être ça bloque et nous mettons beaucoup d'énergie là-dessus. En même temps, les professionnels de santé nous disent, mais c'est différent, c'est difficile de dire aux malades qu'on ne va pas leur donner, par exemple, leur somnifère parce que c'est toujours couvert par le gouvernement. Alors, il faut changer un peu le système. Et le volet numéro 3 pour le Réseau canadien pour la déprescription, c'est influencer et modeler les politiques publiques. Encore une fois, sur notre site web, vous trouverez toute une recension d'écrits sur qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. On sait en France, on a essayé de payer les médecins à certains moments pour déprescrire les somnifères et ouf, ça n'a pas très bien fonctionné du tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire mettre en place des initiatives d'ampleur provinciale ici. Par exemple, vous voyez le logo Safer-Meds Newfoundland. Et là, c'est un programme collectif, les patients, les médecins, les pharmaciens qui agiront tous ensemble, une grande campagne de sensibilisation avec des brochures éducatives et des initiatives importantes. Ici au Québec, c'est vraiment, comme je vous ai dit, que les aînés dorment mieux sans médicaments.
À l'heure actuelle, il n'y a aucune politique publique à grande échelle qui cible les sédatifs hypnotiques, mais nous sommes en train d'avoir des discussions, des rencontres avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour miser sur leur volet pertinence et sélectionner des approches basées sur les données probantes. Donc, encore une fois, j'espère avoir des bons résultats, mais là, tout le monde en parle. C'est dans le média. Les patients commencent à poser des questions. Les professionnels de santé sont prêts à répondre aux questions. On n'est pas arrivé, mais je trouve qu'il y a quand même du momentum. Puis, en parlant, encore une fois, ça fait hier soir et aussi la semaine passée, on m'a invité à parler aux radios. Les gens commencent à en parler. Alors, notre message, c'est le même message que Madame de Felice a dit. Osez. Osez parler à votre médecin, osez parler à votre patient, osez parler entre vous, osez déprescrire. Je vous lance le défi, pratiquez la déprescription une fois par jour. Moi, je suis un peu un rogue deprescriber. Parfois, je déprescris 5 médicaments en même temps et honnêtement, ça va bien. Parfois, il faut remettre un, mais pas toujours. Faites un suivi de vos statistiques. Mettez sur pied un projet d'amélioration de la qualité. Téléchargez la brochure Empower. Téléchargez les algorithmes de déprescription. Abonnez-vous à notre infolettre et on verra que notre collaboration France-Québec, ça va mener à des résultats importants. Merci beaucoup. J'espère que ça vous inspire un peu. Ça nous inspire que vous tournez vers nous pour faire